Nous allons être en direct de Jérusalem avec Valérie Kutkovitz, qui est la responsable média de l'association Alumim. Alors, Alumim en hébreu, ça signifie à la fois caché et jeune. Donc, nous sommes vraiment au cœur du thème du colloque. Alors, est-ce que Valérie, vous êtes en ligne avec Bonjour. nous? Oui? Bonjour, moi je vous entends. Vous Bonjour. m'entendez? Eh bien, Alors, vous êtes aujourd'hui confronté à un défi de taille, Valérie Kutkovitz, c'est celui de la transmission de la mémoire avec le vieillissement des membres d'Alumim, et dans un contexte où les réseaux sociaux déconstruisent volontiers les faits historiques au profit d'idéologies révisionnistes qui rappellent les heures sombres des années 30. Donc, parlez-nous d'Alumim et de ces défis qui sont les vôtres aujourd'hui, Valérie. d'accord. Merci. D'abord, je voudrais remercier Carole Reich et la Fondation Claude Lévy de nous permettre à Alumim de nous exprimer à ce congrès, surtout sur la transmission, parce que ça fait vraiment partie de nos valeurs et de nos réflexions actuelles. Alors, je vais vous présenter en quelques mots l'association Alumim. L'association Alumim est l'association israélienne des enfants juifs cachés en France, hein, pendant la Shoah. Elle a été créée en 1993, hein, suite à un congrès qui s'est tenu à Jérusalem sur les enfants cachés. Ce congrès s'est tenu parce que 2 ans avant, donc en 91, s'était tenu également un congrès sur les enfants cachés à New York. C'était le premier congrès dans lequel on entendait parler, entre guillemets, des enfants cachés. Les enfants cachés, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, n'ont pas parlé après la guerre, différentes raisons. Il y a ceux à qui on avait dit de ne pas parler, qui ont continué de ne pas parler. Il y a ceux, surtout, qu'on n'a pas interrogés, on leur a pas posé des questions. Il y a ceux aussi qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas forcément leur histoire, qui ont été cachés en étant très jeunes, hein, et donc qui ne savaient pas, qui ont plus perdu et qui, voilà, qu'on a placé, qui ont continué ou commencent, je dirais, une vie, hein. Et c'est à ce congrès, donc en 80, seulement en 91, que les enfants cachés ont été, entre guillemets, reconnus comme des victimes, hein, de la Shoah au titre d'autres enfants, même s'ils étaient revenus, hein. Beaucoup de leurs parents, leurs frères et sœurs ne sont pas revenus, hein. Et donc, on a dit qu'il fallait à la fois leur donner la parole, l'écouter, mais aussi les aider. Et donc, en 1993, hein, Rivka Avichai s'était tournée vers Yad Vashem pour demander si une association d'enfants cachés en France existait. On lui a dit non et on lui a suggéré de la créer et elle a été créée. Alors au départ, le but de l'association Alumim a été d'abord de redonner l'histoire, et on va l'entendre après avec le témoignage d'Abi, de redonner l'histoire d'enfants cachés qui ne savaient pas forcément quelle avait été leur histoire, d'où ils venaient. Il y a par exemple une dame qui est venue donc à Alumim en disant je veux savoir qui je suis. Moi, je suis la seule survivante. J'ai plus mes parents, je ne sais pas si j'avais des frères et sœurs, etc. Je veux savoir qui je suis. Et donc, grâce à des recherches, avec l'aide de Yad Vashem, avec l'aide d'autres organismes, hein, elle a découvert, par exemple, qu'elle avait eu 2 frères qu'elle n'avait pas connus, elle ne se souvenait pas. Mais elle avait eu 2 frères, elle a pu reconstituer doucement son histoire. Une autre partie était aussi de pouvoir récompenser les personnes qui avaient aidé ces enfants cachés et leur attribuer la médaille des justes par nation, parce que c'est très important de pouvoir remercier tous ceux grâce à qui ces enfants cachés avaient survécu. Voilà, ça c'était très important. Et il y a eu donc des groupes de parole. Parce qu'il faut savoir que donc les enfants cachés n'ont pas parlé, c'était difficile pour eux, mais souvent ils ne se sentaient pas à l'aise de raconter leur histoire. Mais entre eux, lors d'un groupe de parole, hein, ils avaient l'impression d'avoir comme une famille et de parler à des gens qui savaient de quoi ils parlaient, qui avaient passé par les mêmes épreuves, les mêmes sangs, et donc il y avait moins de tabous, il y avait
c'était plus facile de s'aimer. Ces groupes de parole existent toujours jusqu'à ce jour, puisque nous avons un groupe de parole à Tel Aviv et à Jérusalem qui se réunissent tous les mois sur différents sujets, sur des sujets d'actualité, sur des sujets par rapport à la Shoah. Mais c'est très important pour les enfants cachés de pouvoir se retrouver et de parler dans un endroit où ils se sentent à l'aise. Ensuite, quelques années plus tard, on a découvert que beaucoup d'enfants cachés pouvaient avoir des problèmes financiers, comme tous les survivants de la Shoah. Et donc, grâce à la Fondation de la mémoire de la Shoah, a été créée l'AML, qui est l'aide médico-sociale, hein, donc qui permet d'aider ces anciens enfants cachés. Alors, certains sont venus tout de suite après la guerre, généralement ceux qui n'ont plus de famille en France. D'autres sont venus beaucoup plus tard, des fois en suivant d'enfants qui ont fait leur aliyah, donc ils sont montés en Israël, ils sont venus après, etc. Et donc, grâce à la Fondation de la mémoire Shoah, il est possible de les aider pour des soins médicaux, des soins psychologiques, de l'aide à la maison, etc. Et aussi par rapport, par exemple, à de l'aide administrative pour pouvoir récupérer les choses, les droits dont ils ont environ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Alumim compte environ 400 membres, donc 400 anciens enfants cachés. Hein. Sur ces 400 membres, il y a à peu près un peu plus de 80 personnes qui bénéficient de cette AMS. Alumim a aussi tout un pan éducatif, hein, et ça c'est très important. Il y a un projet éducatif de permettre à des enfants cachés d'aller témoigner dans les classes des lycées et des écoles en Israël. Alors, en Israël, évidemment, la Shoah est au programme d'histoire, hein, seulement pas la Shoah en France. Hein. Et donc, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé pendant la guerre en France. Et grâce à Alumim, donc, des témoins vont dans les classes. Il y a des devoirs qui sont faits par les élèves une fois qu'ils ont entendu le témoignage donc, de ces enfants cachés, que ce soit des classes israéliennes ou que ce soit les classes des différents lycées français qui existent aussi en Israël. Ça, c'est très important. On a aussi un journal, hein, une revue, hein, je vais vous en montrer, voilà, qui s'appelle Mémoire vive, hein, et qui est une revue qui est bilingue, en français et en anglais, en français et en hébreu, pardon, c'est très important, édite environ 2 fois par an, dans lequel il y a d'abord et principalement des témoignages, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore, donc 80 ans après, des gens qui n'ont pas raconté leur histoire et qui tout d'un coup décident de raconter leurs histoires, envie de raconter leurs histoires, c'est très important. Donc, moi, je suis rédactrice pour le journal, donc généralement, c'est moi qui recueille les témoignages et qui les transcrit. C'est très important que ça soit également transcrit en hébreu, puisque certains de leurs enfants, voire leurs petits-enfants, ne parlent plus le français. Hein. Donc, c'est important qu'ils puissent lire le témoignage de leurs grands-parents aussi en hébreu. On aborde aussi des sujets plus actuels, hein, sujets relatifs à la Shoah. Le dernier numéro en date parlait des événements du 7 octobre. Le prochain numéro qui est en train d'être fait va parler de la montée de l'antisémitisme. Donc ça, c'est une revue qui est très importante et qui est distribuée à nos membres dans certaines organisations et ici en Israël et aussi en France. Et la dernière chose que l'UMIM fait, c'est de participer évidemment à des cérémonies commémoratives. Alors, il y en a 2 principales. La première est le jour de Yom HaShoah en Israël. Vous avez sans doute entendu parler de ce jour où on entend une sirène et tout le pays se fige pendant 2 minutes. C'est extrêmement émouvant. Il n'y a plus de voitures qui passent, il n'y a plus rien du tout. Tout le monde s'arrête en 2 minutes. Et Alumim participe à une cérémonie qui se trouve à Roglit, qui est à peu près à 1 heure de Jérusalem, où il y a un mémorial, hein, un mur où sont inscrits le nom des 75 000 portés juifs de France, hein, sont inscrits sur le mur. Et donc, durant cette cérémonie, après les 2 minutes de silence, il y a des témoignages, des gens viennent parler, et aussi d'ailleurs, généralement des élèves qui ont fait
on fait des devoirs et d'exposer sur, voilà, sur ce qu'ils savent de la Shoah. Pour nous, c'est très important que les jeunes générations prennent la parole aussi durant ces cérémonies. Il y a également une cérémonie qu'on a fait la semaine dernière à propos donc de la libération du camp d'Auschwitz, c'était les 80 ans, donc pour le 27 janvier. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse, hein, parce que peu de gens le savent, je pense que c'est important. Donc, le 27 janvier, qui est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui avait été donc décidée en 2002 par les ministres de l'Éducation du Conseil de l'Europe, hein, et puis après étendue en 2005 au niveau de l'ONU. Il faut savoir qu'en France, hein, depuis le 2006, cette journée s'appelle Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Malheureusement, la France a effacé la référence à la Shoah dans l'énoncé de cette journée. Et je pense que c'est triste, hein. Ce n'est pas une volonté de vouloir faire une journée globale pour les génocides, puisque l'éducation nationale a fait une journée spécifique au génocide des Arméniens et une journée spécifique au génocide des Tutsis. Mais la Shoah a disparu de l'intitulé de cette journée, même si dans le sous-titre et dans les données qui sont données sur le site du ministère de l'Éducation, on dit qu'on peut parler effectivement de la Shoah, que c'est un bon exemple, mais ce n'est plus dans le titre. Et ça nous amène à nos nouveaux défis qui sont les défis de transmission, et notamment de la transmission aux jeunes générations. Alors, les jeunes générations, et il y en a beaucoup dans l'hémicycle, et tant mieux, n'ont pas la même lecture, n'ont pas les mêmes façons d'entendre, d'écouter une histoire que les générations d'avant. Alors, il existe évidemment des musées partout. Le musée de Yad Vashem a été refait il y a quelques années, vraiment extrêmement intéressant. On peut y aller des dizaines de fois sans en avoir fait le tour, hein. Et les musées, c'est pas toujours évident. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, il y a eu des films plus ou moins bons, des documentaires, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse les jeunes. Et donc, il y a des nouvelles formes d'expression, la transition de la mémoire de la Shoah, qu'on essaye de mettre en place et en tous les cas de développer à Alumim, hein. Alors, je vais vous en parler de plusieurs. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons fait avec le lycée français Mikvé Israël, hein, et les classes de seconde. Nous avons participé à une expérience qu'ils ont faite, hein, avec par rapport à TikTok. Beaucoup de jeunes utilisent TikTok et il y a un jeune, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui s'est fait connaître sur TikTok, qui s'appelle Dov Froman, qui est anglais, et qui a fait de nombreuses vidéos TikTok avec sa grand-mère qui s'appelait Lily. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps, à plus de 100 ans, qui était une rescapée des camps et avec qui il discutait, et ils ont tout été sur TikTok et ils sortaient des vidéos et elles ont eu vraiment un impact très important dans le monde. Il avait je ne sais pas combien de millions de followers. Et donc, ce TikToker est venu parler au lycée et les élèves avaient pour, je dirais, instruction, entre guillemets, de faire une vidéo TikTok, hein, c'est-à-dire d'aller interroger un témoin, un enfant caché. C'est pour ça que Alumim est rentré dans le projet. Et donc de sortir, hein, il y a eu une espèce de cours, c'était avec l'ambassade de France également en Israël, et de sortir une vidéo TikTok, hein, sur donc l'expérience qu'ils avaient eue et comment ils voyaient la Shoah, la transmission, etc. J'ai vu quelques-unes de ces vidéos, franchement c'est très intéressant. C'est assez original, mais au moins, l'important, c'est qu'ils aient eu, je pense, un lien direct et un contact direct avec un témoin d'époque. Il y a d'autres formes, ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Pourquoi pas? Par exemple, il faut savoir qu'en Caroline du Sud, il y a une fondation de la mémoire de la Shoah qui a travaillé avec une université et l'intelligence artificielle, hein,
et qui demande à des rescapés de la Shoah de raconter leur histoire. De façon, il pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que par la suite, hein, vous pouvez à tout moment interroger l'hologramme de cette personne, puisqu'elle ne peut pas forcément se déplacer partout, mais vous avez son hologramme et vous pouvez lui poser des questions. Donc je dis que ça marche, hein, ou par écrit ou par oral, et elle vous répond, parce que grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les questions qu'ils ont posées, vous pouvez poser n'importe quelle question, l'intelligence artificielle vous trouve des extraits de ce qu'il a raconté pour pouvoir répondre aux questions. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce que c'est aussi un contact. Alors, il est moins direct, mais c'est plus personnel et c'est très bien organisé. Ce qui existe aussi en Israël, pas moins en France, hein, c'est ce qu'on appelle les zikaron basalon. Zikaron, ça veut dire mémoire en hébreu. Basalon, ça veut dire dans un salon. Et c'est quelque chose qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années par des jeunes qui trouvaient justement ce jour de Yom HaShoah, que la cérémonie, elle était un peu... Ça les touchait pas trop, quoi. C'était trop cérémonial ou trop officiel, hein, et qui voulaient avoir quelque chose de plus... un contact direct. Et donc, ils ont invité un rescapé de la Shoah dans leur salon à raconter son histoire et de pouvoir poser des questions. Et c'est un concept qui a grandi, qui s'est beaucoup développé dans beaucoup de pays. Et en Israël, depuis quelques années, ça se fait également en français. Et Alumim, hein, donc, organise chaque année dans tout le pays donc ce genre de rencontre qui se fait généralement la veille au soir de Yom HaShoah, où donc des enfants cachés ou vont chez des particuliers ou vont dans des organismes, on travaille beaucoup avec des associations de jeunes étudiants, etc., ou vont dans des mairies de quartier, des choses comme ça. Et donc racontent leur histoire. Et après, parce que c'est là aussi importante que je dirais le témoignage, qui est la partie après contact, on pose des questions, voilà, on entend des réponses, on essaye de plus comprendre ce qui est passé et intégrer ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Comme l'avait dit Madame Rosner tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes et c'est maintenant aux jeunes de prendre ces histoires, hein, et de les intégrer et de pouvoir les retransmettre. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'avec Alumim, de plus en plus, on essaye de faire des rencontres et de prendre en compte la nouvelle génération dans les groupes de parole et dans les différentes activités que l'on fait. Il y a un autre événement qui nous a incité à faire ça, c'est vraiment les événements du 7 octobre. Hein. Après les événements du 7 octobre, qui étaient très critiques en Israël, c'est pas vraiment fini, mais il y a eu une étude qui a été faite sur les enfants cachés francophones, hein, qui habitent ou en Israël ou dans d'autres pays. Alors en France, je crois en Suisse, en Belgique, au Canada, etc., pour savoir quelle avait été leur réaction après les événements du 7 octobre. Et les résultats ont été très intéressants. Les résultats sont les suivants. Pour la plupart de ces enfants cachés, hein, plus de 75%, ils disent tous, après le 7 octobre, leur santé physique, morale s'est détériorée. Ils ont vu vraiment un avant et un après 7 octobre. Beaucoup de gens dans Cachés nous ont dit des choses qui sont remontées, des choses qu'on pensait pas avoir oubliées, mais avoir mis de côté. On a beaucoup parlé, j'en dirai un tout petit peu après, de faire un lien entre la Shoah et les événements du 7 octobre. Lors, par exemple, du premier groupe de parole que l'on a fait à Jérusalem, après octobre, qui s'est réuni, je crois, début novembre, hein, c'est-à-dire avant le retour des premiers otages. Hein, c'était très intéressant d'entendre les témoignages des enfants cachés. Certains ont dit, on s'est revus à force d'entendre les alertes, de devoir courir aux abris.
Une dame a dit, je me suis revue à 4 ans, l'âge de mon arrière-petite-fille, quand je l'ai vue courir aux abris, quand moi je courais aussi, quand là où on était plus ou moins cachés dans le village, quand les Allemands parquaient, il n'y avait pas d'abri là où on habitait, on se cachait tous sous les fenêtres, sous la fenêtre pour qu'ils ne nous voient pas, et moi je me cachais sûrement pas pour surtout pas qu'on le prenne. D'autres enfants cachés nous ont dit, mais c'est ce que les enfants otages y vivent. On est les seuls à savoir. Pourquoi? Parce qu'on a été dans leur situation. On a été chez des gens qu'on ne connaît pas. On ne savait pas ce qui était arrivé à nos parents, à nos frères et sœurs. On ne savait pas combien de temps tout ça, ça allait durer. Est-ce qu'on allait revoir, revoir notre famille? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout ça. Et se sont sentis extrêmement proches des otages, des enfants otages. Alors, il y en a encore deux, Kfir et Harriet Bibas. Et je pense que ça a été très important. Et beaucoup nous ont dit qu'il y avait eu je dirais, un resserrement des liens pour les générations. Il y a beaucoup de petits-enfants qui sont allés poser des questions à leurs grands-parents qui ont vécu la guerre, la Shoah, sur comment est-ce qu'ils ont vécu ça, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'échanges entre des survivants du festival Nova et des survivants de la Shoah. Il y a eu un dialogue qui s'est reformé. Il y avait un dialogue avant. Il faut savoir qu'en Israël, parmi le cycle d'études, je crois, dans la classe qui correspond à peu près à la troisième, les enfants doivent faire un devoir sur les racines de leur famille. Donc, à cette occasion, il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants qui vont vers leurs grands-parents et qui leur demandent de raconter ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. La transmission se fait d'ailleurs généralement plus entre les grands-parents et les petits-enfants que la génération du milieu, qui soit en a trop entendu parler, soit n'en a pas entendu parler, il ne veut pas trop en savoir. Donc, il y a vraiment ce rapprochement qui est fait. Hein. Et une chose qui est très intéressante aussi, qui sortait de l'étude donc, qui avait été faite après le 7 octobre, hein, la seule question sur laquelle on voit une différence entre les anciens enfants cachés qui habitent en Israël et ceux qui habitent en dehors, c'est sur l'avenir. La question leur est posée, comment est-ce que vous vous situez, vu la situation, quel est votre sentiment par rapport à l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants? Et de façon, moi je dirais, assez surprenante, les enfants cachés qui habitent maintenant en Israël sont beaucoup plus optimistes que les enfants cachés qui habitent en dehors d'Israël. Et pourquoi c'est un peu surprenant? Parce que ceux qui habitent maintenant en Israël sont directement touchés par ces événements, ceux qui ont couru aux abris. Généralement, beaucoup d'entre eux ont des enfants, des petits-enfants à l'armée. Mais néanmoins, et malgré ce climat très difficile que l'on vit encore aujourd'hui, hein, ils avaient pas de doute sur la suite, continuité de l'État d'Israël, sur l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ce que n'avaient visiblement pas les enfants cachés qui vivent en dehors d'Israël. Et c'est aussi la conclusion, et je finirai par ça. Je peux dire, lors de la cérémonie de la semaine dernière, donc par rapport à la libération d'Auschwitz, hein, on a eu des témoignages d'anciens enfants cachés, des gens qui ont... Et il y a eu un soldat de l'armée, un jeune, un réserviste, qui est venu aussi nous dire justement son sentiment par rapport au lien que l'on fait pas, qu'on doit faire entre le 7 octobre et la Shoah. Et il a raconté que pour lui, c'était très clair qu'il n'y avait pas de liaison à faire. Alors évidemment, il y a des points communs. Il a parlé, c'était très intéressant,
des questions que les gens se sont posées pendant la guerre, de savoir, voilà, si vous avez, pendant les camps, on a lu toutes ces questions. Si vous avez une ration de pain, est-ce que vous la prenez pour vous, vous la partagez, même si le fait de partager peut-être mettra en danger plus de personnes. Raconter que des gens qui avaient été cachés dans les villages de Gaza pendant les premiers jours, c'est exactement ce qui allait se passer, ont eu, ou des otages ont raconté, ils ont eu la même chose quand on leur donnait à eux, est-ce qu'ils ne partagent pas? Il y avait des questionnements. La cible, elle était la même, c'était les Juifs, c'est clair. Les moyens, la façon de faire, la barbarie nazie et la barbarie du Hamas, c'est la même, on peut la mettre, ils ont des connexions, on peut la mettre. Mais là où il a dit, et je pense que c'est un sentiment qui a été partagé dans toute la salle, hein, il a dit la grande différence, non, ce n'est pas une deuxième chose. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël existe et parce que l'État d'Israël a une armée et des soldats qui sont prêts à défendre, qui vont, et pour en connaître plusieurs, je peux vous dire qu'ils sont jeunes, mais ils y vont, sachant ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'hésitation. Et donc, ils disent, ça ne peut plus, la Shoah ne peut plus se reproduire. Mais les faits sont là, et quand même, donc, on voit la montée de l'antisémitisme, on voit qu'il y a des choses qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, qu'il faut effectivement, les derniers témoins vont disparaître encore beaucoup d'années. Le fait d'écouter, de les entendre, de pouvoir leur poser des questions, c'est quelque chose qui est très important. Le fait de témoigner, de laisser quelque chose, de ne pas laisser tous ceux qui veulent dire que ça n'a pas existé ou que ça n'a pas eu l'effet que ça a eu, etc., de pouvoir leur montrer voilà, ce qui a existé, ce qui a été fait, quelle était la vérité, c'est très important. Je veux juste finir en disant que si vous êtes intéressé par ce que Alumim fait, on a un site internet qui s'appelle alumim.com. On est aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et on peut aussi devenir ou membre. Si vous connaissez des enfants cachés en Israël, ils peuvent devenir membres. Vous connaissez des enfants cachés en dehors d'Israël ou des gens qui sont intéressés par ce fait, qui partagent avec nous, aussi possibilité donc de rejoindre l'association. Et je pense que c'est très important de pouvoir continuer voilà, à parler et à diffuser ces témoignages. Voilà, merci.